Alors Philippe Lacadi, vous êtes coordinateur du Centre interdisciplinaire sur l'enfant. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots du CIEN? Oui, le CIEN, c'est une création qui appartient au champ freudien et qui a été créée par Jacques-Alain Miller à Buenos Aires en 1996 et qui est une association qui permet à des partenaires de disciplines différentes, travaillant auprès des enfants et des adolescents, que ce soit des enseignants, des pédiatres, des juges pour enfants ou des éducateurs, des travailleurs sociaux, de venir travailler dans ce qu'on appelle des laboratoires de recherche du CIEN, à partir de leurs questions ou de leurs points d'impasse dans leur travail ou leur pratique avec ces enfants et ces adolescents, mais aussi de leurs points d'invention. Et nous avons aussi une particularité, c'est que nous pouvons intervenir dans des lycées, des collèges ou des écoles primaires pour organiser pendant un temps de classe des conversations avec les enfants et les adolescents et aussi certains professeurs pour parler un petit peu soit des difficultés, soit ce qui préoccupe à la fois les enseignants mais aussi les enfants et les adolescents aujourd'hui. Si vous voulez, l'adolescence, pour tout le monde, c'est un moment très particulier. D'ailleurs, il y a une très belle phrase du poète Arthur Rimbaud qui définit très bien ce qu'est l'adolescence, quand il dit « Le pubère où circule le sang de l'exil et d'un père ». Donc, à la fois, le pubère se trouve être le lieu, de par son corps, là où circule le sang, disait Rimbaud, là où circule la libido, dirait Freud, où il se trouve confronté entre la dimension de l'exil, c'est-à-dire d'être un peu à part, confronté à quelque chose de nouveau, donc un point de réel, et en même temps continuer quand même toujours à parier sur la transmission, c'est-à-dire ce qui viendrait d'un père. Rimbaud ne dit pas du père, il dit d'un père pour bien démontrer combien pour chaque adolescent est important la fonction du père, c'est-à-dire au fond la fonction de celui qui vient transmettre un savoir. Mais l'adolescence, c'est ce moment où il y a cette tension entre la question de l'exil, du fait que quelque chose de réel arrive dans son corps, c'est pour ça que Rimbaud d'ailleurs parlait des souffrances modernes. Un adolescent est toujours moderne par rapport à ce qu'il vit dans son corps. Ça lui fait un trou dans sa vie, un trou dans la langue, et c'est à lui d'inventer la solution pour savoir comment il va devenir garçon ou fille. Ce n'est pas pareil, effectivement, quand un adolescent vit dans un endroit où peut-être il y a déjà une précarité symbolique. Il y a une très belle phrase d'un adolescent qui dit « Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de voir un père qui ne travaille pas, qui pue le chômage, il pue la défaite, il ne ramène pas le pain le soir à la maison. Nous sommes humiliés par personne interposée. » Donc ce sont des adolescents qui sont humiliés par une génération précédente. Leurs parents n'ont pas su trouver place dans la société. Ce n'est pas la faute des parents, encore une fois. Mais les conséquences font que ces enfants, dits humiliés, sont peut-être plus en difficulté, ce que vous appelez l'insécurité langagière, donc plus confrontés à des points de réel, sans l'armature du symbolique, sans le devoir, si vous voulez, au symbolique. C'est pour ça que très souvent ces adolescents n'ont aucune idée de la valeur de certains symboles. Ils peuvent très bien brûler ou détruire des choses sans savoir que finalement ça correspond à quelque chose. Moi j'appelle ça, en jouant sur les mots, sur l'autodestruction. Ce qui montre bien que ce n'est pas simplement par goût de détruire, mais c'est pour bien démontrer le point ultime auquel ils sont réduits. C'est d'ailleurs pour ça que moi je m'étais intéressé aux textes de rap, au mouvement hip-hop,
parce que c'est à partir du réel de leur condition d'être d'objets humiliés, au bas de la cage d'escalier, qu'ils inventent des poésies. C'est ça les adolescents du réel. D'où l'intérêt d'être à l'écoute de ce qu'ils inventent, mais de leur dire aussi, attention, ça ne suffit pas. Au fond, on préfère parler de troubles de comportement, de troubles de la conduite, sans se rendre compte que quand même, quelque chose de très important pour les adolescents, c'est la question du fantasme, c'est-à-dire que décrivait très bien Lacan. Les garçons rêvent des filles bien avant de les rencontrer. Alors effectivement, du fait qu'il y a quelque chose comme ça d'un réel qui vient se pointer dans le corps de l'adolescent, qui n'est pas forcément un réel biologique, même si c'est vrai que le corps se transforme. Mais il y a aussi des sensations qui arrivent, des sensations immédiates, comme disait très bien Rimbaud, « Je dus voyager pour distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau ». Bon. Donc il démontre bien comment il y a une nécessité de bouger, de marcher, d'errer, justement par rapport à quelque chose qui arrive dans le cerveau, des sensations. Bon. Justement, peut-être dans ce moment entre 5e et 3e, l'adolescent ou l'adolescente sont pris par des idées qui fait qu'au fond, ils ne sont peut-être plus forcément aussi disponibles pour recevoir le savoir de l'autre, préoccupés par ce qu'ils sont et qui très souvent leur renvoient à un petit lieu de l'intimité, le lieu du secret, le lieu de la honte, de la haine de soi. Quand je parle de l'exil pour l'adolescent, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il doit quitter son corps d'enfant, son territoire de l'enfance et aussi le discours qui le soutenait jusqu'à maintenant. Donc il est dans une position un peu délicate. Tout ça pour dire qu'effectivement, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que l'adolescent est moins, peut-être, sensible, moins disponible, certains par tous. Il y a certains qui peuvent effectivement sublimer et justement à ce moment-là utiliser les voiles dont sont responsables les adultes, c'est-à-dire leur aider à loger leurs pulsions ou leurs difficultés vitales dans un savoir. Ils ont compris que le savoir ou la culture permettait de savoir mieux y faire avec leur vie. Il y en a qui n'y arrivent pas parce que c'est trop dur pour eux et donc ceux-là, ils rentrent dans des positions silencieuses ou dans des positions de souffrance, d'où l'efflorescence des symptômes au moment de l'adolescence. Il y en a d'autres qui choisissent la provocation ou le rejet, mais on voit bien que tout ça, c'est lié à ce qu'on nie, c'est-à-dire qu'il y a une sexualité infantile qui se réactualise au moment de l'adolescence et qui vient perturber le corps des adolescents. D'où l'importance que les enseignants soient informés de tout ça. Moi, quand je fais souvent des interventions à l'UFM, ils me disent « Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas des cours de psychologie éclairés par le siècle des Lumières, c'est-à-dire par les conséquences de la psychanalyse, pour nous apprendre ces choses-là ?» Parce qu'au fond, ils sont chargés de mettre de l'essence dans des moteurs qui sont psychiques, qui sont les enfants, mais ils ne savent pas le carburant, donc ils mettent du diesel, alors qu'il faudrait mettre de l'essence un peu plus raffinée, pour vous faire saisir la métaphore. Et donc ça me semblait important d'essayer, à partir de ce que racontaient les professeurs, de faire valoir comment cette période de l'adolescence, que l'on dit être la crise de l'adolescence, était en fait une crise, enfin ce que moi j'appelle une crise de la langue articulée. C'est-à-dire que c'est l'adolescence, c'est la période où du fait que l'adolescent vit des choses dans son corps, des sensations immédiates, il veut être authentique et donc au plus près de ce qu'il vit dans son corps, et c'est le moment où il a du mal à consentir, à s'articuler avec la langue du sens commun, la langue du savoir, celle qui doit être transmise essentiellement par les enseignants. Une des visées du CIEN, du Centre interdisciplinaire, sur l'enfant et l'adolescent, c'est d'essayer d'aider ces enseignants, qui ne sont pas forcément formés pour ça dans les UFM, à savoir mieux y faire avec les provocations, les insultes, les positions irrespectueuses, parce que paradoxalement, la demande de respect des adolescents, qui est nouée donc à cette position irrespectueuse, demande à être respectée. Et donc, il me semble que c'est très important que les enseignants, ou même les travailleurs sociaux,
ne répondent pas sur le même axe, selon la même modalité que les adolescents. Ça nécessite qu'on réfléchisse beaucoup, et c'est ce qu'on fait dans ce collège Pierre Sémard à Bobigny, sur l'importance de la parole, l'importance de la réponse, l'importance aussi de savoir y faire avec l'ambiguïté de la parole, et que la parole, c'est quand même, à l'heure actuelle, un des médiateurs à sauver, justement pour ces adolescents qui, du fait de ce que j'appelle la crise de la langue articulée, pour certains, perdent le goût des mots. Je crois qu'on est aussi dans une époque où le refoulement, où la question de l'inconscient n'est plus à la même place, parce que les discours se sont modifiés. Donc, un adolescent peut être confronté comme ça à une pensée qui lui prend la tête. D'ailleurs, très souvent, dès qu'on leur parle, ils ne supportent pas parce qu'ils arrêtent de parler, tu me prends la tête. Donc, il y a une pensée comme ça qui descend de sa tête, et comme il la pense, et qu'il la vit comme authentique, et qu'il veut être authentique, il pense qu'il peut dire ça à la prof. Parce que l'injure que vous venez de dire. Donc, effectivement, d'un certain côté, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais, alors là, c'est là où il faut être très, très fin au niveau de la modalité de réponse. Je crois que tout un travail qu'on essaye de faire, d'ailleurs, par rapport au laboratoire du CIEN à Bobigny, mais aussi, comme je travaille beaucoup dans les prisons, dans les quartiers de mineurs, c'est d'essayer que les personnes qui sont en position d'adultes face à ces jeunes, que je qualifie donc d'adolescents du réel, et qui disent directement tout ce qui leur traverse l'esprit, d'une part, de faire savoir à ces adultes que quand même, quand on est en position d'être enseignant ou gardien de prison, on est dans une position asymétrique, c'est-à-dire pas symétrique. Donc il vaut mieux ne pas répondre sur le même axe. Pourquoi ? Parce que très souvent, insulter l'adulte est simplement une projection qui sert à l'adolescent en croyant qu'il insulte l'autre, c'est en fait lui-même qui l'insulte. C'est-à-dire que c'est son être qui est en difficulté, en souffrance, et il maltraite l'autre parce qu'au fond, lui-même, quelque part, est maltraité. Bon, vous me direz, d'accord, ça c'est un discours psychanalytique, mais quand même, bon. Je crois quand même que c'est important, que la provocation langagière, provocation, ça vient du latin provocare, qui veut dire appeler vers. Donc il provoque le langage, comme s'il voulait faire rendre raison au langage, pour dire quelque chose de leur être en difficulté. Donc, celui qui insulte quand même l'autre, c'est lui qui est quand même en difficulté. Donc ça, il faut le savoir. L'insulte ne vise pas forcément le prof. Seulement, vous me direz, le prof est là, c'est pas son boulot, il doit quand même aussi répondre. Il y a différents temps de réponse. Dans un premier temps, dans un travail comme on fait par exemple au collège Pierre Sémard, dans un travail en équipe, essayer, en travaillant en équipe avec les professeurs, de leur apprendre à moins être sensibles aux insultes. Deuxième temps, c'est vrai aussi qu'il faut quand même, non pas forcément une sanction, mais moi ce que j'appelle une scansion. C'est-à-dire ne pas reculer devant la façon dont l'adolescent est insulté. Peut-être lui dire ça serait bien quand même, ça se fait pas, que tu ailles en parler avec le principal ou avec quelqu'un dans le collège, pour essayer de dire à l'adolescent, écoute, tu as pensé ça puisque tu l'as dit, mais tu n'es pas obligé de le dire. Tout ce que tu penses, tu n'es pas obligé de le dire. Il faut que tu comprennes que tu vis dans une société, qui est la société du sens commun, et même si une insulte te prend la tête, te descend, nous on sait que c'est peut-être parce que ta vie n'est pas très facile, ou que ce jour-là tu étais en colère, ou que la professeure te rappelle de par sa simple présence le fait que tu ne pourras jamais arriver à apprendre, et donc tu l'en veux d'être là, donc tu l'insultes pour la réduire à néant, mais en fait c'est toi-même qui es déjà réduit au départ, qui est humilié. Donc tout un petit travail de civilisation de l'injure, qui peut se faire que dans le cas par cas, devrait permettre, c'est ça que j'appelle la scansion, devrait permettre à la fois de dire ce n'est pas possible de le dire, on sait que ça témoigne sûrement d'une souffrance pour toi, donc on va essayer de travailler ça avec toi.
Bon, des fois aussi, il faut peut-être aussi une sanction, parce que c'est vrai aussi que c'est pas tenable, c'est dans un collectif, et il faut aussi tout ça. Et donc, très souvent, ce sont les adolescents qui demandent le respect, alors que normalement, c'est l'adulte qui devrait demander le respect. Ils demandent le respect en étant irrespectueux, parce que justement, par leur comportement irrespectueux ou par leurs mots irrespectueux, ils veulent qu'on distingue l'élément de nouveauté, la singularité qu'il y a en eux et dont ils pensent que l'autre ne sait pas l'accueillir. D'ailleurs, je m'étais aperçu, c'est ce que j'avais développé dans un livre, Le malentendu de l'enfant, que la demande de respect était la demande paradoxale de l'adolescent moderne d'aujourd'hui. D'où l'intérêt, et c'est une des visées des laboratoires de recherche du CIEN, de travailler ces questions essentielles du respect et de l'irrespect. Cette dame qui tient un magasin de journaux, qui est quand même un magasin où on va acheter le journal, les nouvelles, bon, tout ça, quand elle dit « pour moi la banlieue est foutue », on voit qu'effectivement, elle-même, qui est responsable quand même de distribuer certains journaux, si elle occupe cette place de dire « la banlieue est foutue », mettons qu'il y a un enfant qui entend ça dans le magasin ou un adolescent qui entend ça, ça lui fait quand même un point où lui-même se réduit à l'être foutu. Or, on sait très bien que c'est ça qui est très compliqué dans nos banlieues à aujourd'hui, c'est que quand il y a des personnes qui prédiquent, c'est-à-dire qui disent, voilà, ces jeunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, comme ils ne savent pas comment ils sont eux-mêmes, puisque c'est le propre de l'adolescence. De leur mettre des noms qui prédiquent sur leur être, ça fait des ravages et ça fait la crise à laquelle on a eu droit en automne 2005. Donc, moi, je crois, si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez, que tout dépend de la façon dont les personnes qui ont des positions de responsabilité dans les banlieues, que ce soit les enseignants, les travailleurs sociaux, les juges, toutes ces personnes qui sont amenées à rencontrer des adolescents ou des enfants, vous disiez en insécurité langagière, des adolescents, des enfants qui sont confrontés à des points de réel où ils ne peuvent pas faire autrement, pour certains, que de manier la provocation ou l'acte violent ou l'injure. Il faut savoir que une des grandes façons d'arriver à traiter ça, c'est la qualité de discours qu'on leur offrira, pour que justement ils puissent récupérer une part de lumière là où effectivement trop d'ombre leur est tombée dessus trop vite. Donc nous sommes responsables de la lumière que nous pouvons distribuer dans ces lieux-là. Il faut leur démontrer qu'on en sait quand même un petit peu plus que sur la vie, parce que c'est ça la véritable autorité authentique. C'est qu'un adolescent rencontre un adulte qui lui démontre à la fois comment lui sait manier le verbe, la parole, mais aussi comment il sait se débrouiller de sa vie. Et ça, c'est authentique et ça se fait de façon comme ça, singulière, sans prédiquer, sans, comme vous le disiez, rétablir des valeurs qui ne tiennent plus forcément. Donc, à la fois repérer ce que les adolescents créent, mais en leur disant, attention, tout seul, vous n'y arriverez pas, mais quand même en essayant de faire valoir leurs inventions, et à ce moment-là, amener à partir de leur invention ce que vous démontrez très bien, moi je trouve, dans votre film, là, sur le voyage, sur le retour au texte antique. L'enfant a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre à partir d'un autre. L'autre est donc responsable d'un certain savoir. Et à partir de ce moment-là, se récupère après les questions du respect, les questions de l'autorité. C'est pour ça que, à mon avis, une des grandes importances, quelque chose de plus important à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est comment rétablir une certaine autorité de la langue. Parce qu'à mon avis, c'est ça la principale autorité. Savoir parler à ses enfants pour que ces enfants, en retour, apprennent à nous parler avec un maniement d'un certain savoir et qu'ils ne le rejettent pas d'entrée comme ça sans savoir ce qu'ils rejettent. Parce que justement, les adolescents ont envie d'apprendre, comme les enfants. C'est ça qui est très curieux. Le vrai besoin spontané,
c'est d'apprendre, c'est le savoir. Alors il faut se débrouiller pour effectivement, à partir, c'est vrai, du savoir qu'on a à leur transmettre, parce que c'est quand même ça, l'école, c'est un lieu de transmission, mais à savoir transmettre le savoir. D'où l'importance qu'un enseignant sache occuper sa classe avec son corps, avec sa voix, son regard, sache allumer la lumière éteinte qui ne demande qu'à se rallumer de l'adolescent qui est en panne et qui vit trop son être comme une ombre ou comme un être humilié. Et ça ne sert à rien de lui dire qu'il est une racaille ou un sauvageon. Ça ne sert à rien. Parce que justement, pour certains, c'est peut-être la certitude qu'ils trouveront. Par contre, il faut les aider à se séparer de cette valeur d'être objet humilié, en perdition, parce qu'ils en tirent ce que nous on appelle en psychanalyse une certaine jouissance, c'est-à-dire une certaine certitude. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus angoissant pour eux d'apprendre, parce qu'ils se disent au moins si je deviens délinquant ou voyou, je serai ce que je suis. Si l'autre il veut me perturber, m'apporter un certain savoir, c'est trop dur pour moi, donc je préfère le rejeter et rester dans ma stupidité. Mais après ils le regrettent. Nous sommes responsables de ça. Redonner aux gens le goût de la parole, le goût de la conversation. C'est la question d'un nouage tout à fait précis entre cette condition de l'éveil et cette condition de l'exil, qui sont vraiment les deux termes les plus princeps de l'adolescence. Je crois que... Moi, je m'excuse, je parle souvent de Rimbaud, mais parce qu'il me sert beaucoup, mais il illustre vraiment comment, lui, à une époque précise, au moment où il a rejeté l'école, bon, bien sûr, il avait tout un savoir un peu autodidacte qui s'était créé, mais il a eu la nécessité logique d'inventer sa langue à lui, avec ses mots à lui. Comme il disait très bien, je fouaille la langue avec frénésie. Je m'encrapule le plus possible dans la langue. Donc on voit bien, il faut que nos responsables politiques le sachent, ça, que l'adolescence, c'est un moment où il y a comme une nécessité que l'adolescent puisse loger dans sa langue, qu'il invente, le pulsionnel, la vraie vie qu'il a en lui. Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme ça que marche la poésie. On invente à partir effectivement de quelque chose qui vous envahit l'esprit, la tête, parce que dans la langue, on peut effectivement nouer le corps. C'est ça qu'il faut savoir. Et que le corps n'est pas séparé du langage, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. C'est ce que vous démontrez très bien par tout votre travail sur le théâtre, la poésie. Et on voit bien comment à ce moment-là, la vraie vie de ces adolescents, qui sont pleins de vie. Moi, j'aime beaucoup venir, un grand moment quand je viens au collège Pièce Sémar, c'est d'arriver un peu en avance pour voir comment les adolescents vivent dans la cour de récréation. Comment leurs yeux, c'est des yeux qui contiennent un appel. Et je crois que si on n'est pas à la hauteur de la lumière qui brille au fond de leurs yeux, qui demandent, et que là il y a une vraie vie, qui demandent d'ailleurs, tous demandent à être regardés, pas par la télévision, ils demandent tous le point d'où où ils pourront être entendus et regardés, parce que c'est la seule façon qu'ils pourront rattraper une image d'eux, là où dans d'autres endroits ils sont humiliés. D'où l'importance du collège, qui peut être le point d'où ils se voient aimables pour un prof, et c'est à partir de là, de ce transfert-là, qu'ils pourront apprendre. Est-ce que, en fait, c'est pas le travail de l'école de réinventer la culture, de réinventer la langue pour aider ces enfants à grandir? Oui, tout à fait. La phrase que j'ai un peu bricolée est issue d'une phrase du docteur Lacan dans son séminaire Le Symptôme, où il dit « Une langue est vivante pour instant qu'à chaque instant on la crée. Et il faut lui donner un petit coup de pouce. » Donc il faut à la fois donner un petit coup de pouce à la langue, mais il faut aussi que les personnes qui sont en charge de faire circuler la langue. Là, au fond, ce serait plutôt... c'est pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est, au fond, faire circuler la langue, parce que c'est dans la langue qu'on saura offrir à ces adolescents en impasse ou en panne, qu'on saura leur offrir des points où, justement, ils pourront se voir. Donc, c'est dans la langue que tu pourras te voir.
te voir digne d'être aimé, voire aimable, parce que tu seras attendu, voire entendu. C'est pour ça que nous avons la responsabilité d'être des accusés de réception. Plutôt que d'accuser les adolescents de tous les maux, il faudrait que nous devenions des accusés de réception de ce que vivent les adolescents. C'est-à-dire de ce à quoi ils sont confrontés pour chacun, de façon singulière, quel point de réel de leur histoire, parce que ça c'est très important, qu'ils puissent déposer leur histoire, qu'ils puissent, que je disais souvent à Bobigny, déposer leurs mots, parce que leurs mots sont devenus des armes. Donc il faudrait les désarmer de certains mots de provocation, ce qui ne va pas des fois sans verser certaines larmes, mais pour passer de l'arme à la larme du mot. Dans le travail qu'on fait, je vous remercie parce que c'est ce que vous m'avez appris en venant à Pierre Sémar, c'est de voir comment les professeurs qui prenaient le risque de venir dans le laboratoire, c'est-à-dire de prendre le risque de parler, et bien en parlant, ils réinventaient eux-mêmes leur métier. D'où la nécessité de créer des lieux sans arrêt de réinvention.